Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Réussite d'entreprise. Il a travaillé dans une régie d'immeubles, il a ensuite été promoteur immobilier et puis il a créé Habitat et Humanisme. Il s'intéressait en même temps à la théologie et il a été ordonné prêtre à 40 ans. Le père Bernard Devers est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous allez nous expliquer comment en un peu plus de 30 ans Habitat et Humanisme s'est déployé dans toute la France et même en Belgique. Votre combat pour rapprocher l'économie et le social, pour réconcilier l'humain et l'urbain, pour accompagner les plus fragiles et faire de la mixité sociale. On parlera aussi d'épargne solidaire, de vivre ensemble, de faire ensemble, de ces immeubles intergénérationnels auxquels vous croyez beaucoup, de ces escales solidaires qui viennent de voir le jour. On reviendra aussi sur votre expérience d'aumônier au Centre Léon Bérard pendant 11 ans, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Réussite d'entreprise. Mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Alors Bernard Devers, vous avez toujours été assez discret sur votre histoire familiale, enfance lyonnaise, en presqu'île, quartier des Nez. Alors effectivement, ma jeunesse a été dans ce quartier des Nets, un quartier bourgeois, mais on ne fait pas partie de la bourgeoisie. Donc voilà, on était déjà un peu décalé. Et je trouve qu'en fait, j'en ai aucune amertume, pas du tout. Mais ce constat m'a aussi conduit finalement à réfléchir sur la question en fait de cette réconciliation de l'humain et de l'urbain. La chance très jeune, voilà, très jeune. La chance de ce quartier naturellement qui donnait l'accès à l'école, etc. Avec des milieux protégés, privilégiés. Et finalement, c'est une invitation de dire et les autres finalement, et les autres. Et je crois que cette question, et les autres, vous savez, c'est le mythe de Babel. Et le mythe de Babel, en fait, ceux qui veulent construire cette tour qui monterait jusqu'au ciel, etc., au fond, c'est abaisser le ciel, mais enfin bon. Et en fait, il y a cette voix, en fait, dans le livre de l'humanité. Alors, et les autres, quoi, et les autres. Et alors, bien, cette question-là, elle est précisément au cœur de mon engagement. Des études de droit oui. À la faculté à Lyon. Voilà. Vous pensez déjà à cette époque à devenir prêtre. Vous passez par le séminaire, mais on ne vous garde pas. Alors au séminaire, on ne me garde pas. Je reste 3 mois, donc en fait, je n'ai pas de formation de séminariste, mais non plus, je n'ai pas été déformé. Quoi. Mais... oui, votre conseiller spirituel vous conseille d'aller travailler. Il vous le dit clairement. Oui, il me dit carrément qu'il faut aller travailler. Quoi. Et je crois que c'est... Alors, et le cardinal m'a appelé 2-3 ans après, justement, en me disant « Alors, où est-ce que vous en êtes quoi Alors j'ai dit, mais moi, je veux bien continuer en fait à ce projet d'être prêtre, mais en fait, bon, manifestement, le séminaire, ça n'a pas marché, quoi. Alors, le cardinal de Courtrai était quelqu'un qui était très novateur, en fait, effectivement. Et donc, il m'a dit, bah, écoutez, on va faire une nouvelle voie, finalement. Je vais mettre une équipe d'appel composée de prêtres, composée de laïcs. Et puis, vous continuez vos études de théologie, allez dans une paroisse quand même, mais enfin, bon, de toute façon, continuez votre activité professionnelle. Et à ce moment-là, j'avais créé, en fait, ma propre société de promotion. Alors, voilà, on vient à votre parcours. Vous avez commencé dans une régie d'immeubles, au début. J'ai fait 10 ans dans une régie d'immeubles, donc en fait, la question du logement, je la connaissais bien, mais c'était aussi une société où il y avait un groupe de promotion. Je crée ma société en fait, de promotion qui s'appelle Innovation et Construction. On va découvrir voilà, les grandes dates de votre parcours, en même temps que vous les expliquez. Ouais. Alors, Innovation et Construction, en fait, je n'ai pas d'innovation, ce n'était pas sur le plan technique, parce que vraiment, je ne suis pas du tout technicien, et donc c'était véritablement sur de l'innovation sociale. Et cette innovation sociale, c'est très lié, en fait, à la question de la diversité sociale, de la mixité sociale. Voilà. Donc alors, innovation et construction, c'était, on va dire, juste avant Habitat Humanisme. C'est un peu la start-up qui a permis, en fait, la création, en fait, d'Habitat Humanisme. Et l'idée, déjà, c'était de lutter contre la ghettoisation. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, comment je passe de la société de promotion, en fait, à une structure associative, mais qui va naturellement garder aussi... Et en même temps que vous travaillez, vous faites vos études de théologie. Tout à fait. Donc ça fait des journées bien remplies, j'imagine. Des journées qui étaient un peu remplies, oui. Voilà. Et puis alors un jour, il va y avoir cette rencontre avec une personne âgée qui vient tenter de mettre fin à ses jours parce qu'on l'expulse de son logement. Et là, ça a été, on peut lire, un déclic pour vous?
Alors l'expulsion, c'était pas tout à fait l'expulsion du logement, parce qu'en fait c'était un vieil immeuble que j'avais acheté dans le 6e arrondissement à Lyon, enfin, etc. C'était un immeuble qui avait un arrêté de péril, donc il fallait vraiment reloger aussi les gens. Et cette dame, qui était une dame très âgée, du quart-monde, je lui trouve un logement qui était plus adapté d'ailleurs, parce qu'elle avait une certaine dépendance. Elle fait une tentative de suicide, les voisins m'appellent, je vais à l'hôpital, les médecins m'autorisent au bout d'un moment en fait à aller la rencontrer. Je lui dis, mais madame, vous saviez bien? Ah, me dit-elle, mais bien sûr que je savais, vous n'êtes pas complètement un salaud, me dit-elle. Mais avec votre argent, alors je n'avais pas tant que ça, mais naturellement par rapport à elle, j'avais beaucoup, vous pouvez déplacer les gens. Et alors, je demande un peu qu'elle s'explique. Elle me dit, mais voilà, moi je suis une vieille dame, j'ai quelques amis encore, je suis veuve, j'ai pas d'enfants. Et finalement, la vie, pour moi, n'a d'intérêt que si je reste en relation avec les gens avec qui, en fait, j'ai fait ma vie, quoi. Et j'ai trouvé que son propos était tellement, tellement juste. Je me suis dit, vraiment, il faut aller plus loin sur la question de la diversité sociale. C'est une rencontre forte, mais l'histoire d'Habitat Humanisme est précisément faite que de rencontres. Et voilà, lié à cet exemple. Alors, dans le même temps, donc, vous êtes ordonné prêtre, hein, c'est en juin 87, c'est ça? Alors, par le cardinal de Courtrai. Oui, c'est assez intéressant. Donc, à un moment, vous savez, le cardinal de Courtrai qui était très médiatique. Hein, donc, et alors, il dit, voilà, mais je suis très troublé, non pas par moi, mais par le fait que Rome accueille finalement le chancelier autrichien qui était un nazi. Et alors, il parle de ce trouble, etc. Et ça fait un buzz sur le plan des médias. Et il m'appelle, il me dit, je ne sais pas si je resterai quand même, en fait, archevêque de Lyon. Donc, si jamais je ne devais pas rester archevêque de Lyon, ben, il y a peu de chances quand même que vous soyez ordonné. Donc, en fait, il me dit, je vais vous ordonner. Et donc, j'arrivais au terme pratiquement de mon parcours, quoi. Voilà. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au chancelier et le trouble du cardinal de Courtrai, c'est que votre père a été déporté mon père a été effectivement déporté. Et ça a beaucoup marqué, en fait, à la fois ma jeunesse et ma vie, quoi. Et à la fois cette... Et vous parlez souvent de ces moments d'échange, de ces grandes promenades que vous faisiez avec votre père, et vous parliez de tas de choses dans ces moments. Dont la question du mal, quoi. La question du mal, de cet accablement par le mal. Et il avait cette conviction extrêmement forte, parce qu'il m'a dit, moi j'ai trouvé des saints aussi, en fait, dans ces camps de concentration, hein, des hommes qui ont été capables, finalement, face au mal, de se lever, de tenir, hein, et par là même, finalement, de rester des hommes, quoi. Et je trouve que, en fait, se lever, faire se lever, je le dois quand même profondément, en fait, à l'engagement de mon père. Alors, donc, cette ordination donc, par le cardinal de Courtrai en 87. Une rencontre aussi qui a compté pour vous avec l'abbé Pierre. Il ne cherche pas à vous enrôler. Il vous dit oui, allez au bout de votre projet. Alors, effectivement, quand je me suis dit comment on peut aller plus loin sur la question du logement très social, je me suis dit ça vaudrait la peine de l'expérience, en fait, de l'abbé Pierre. Lyonnais illustre. Alors, lui, effectivement, Lyonnais, lui qui est illustre. Et je le rencontre, et il me dit, ah non. Alors, il me dit, vous êtes dans une approche économique. Il me dit, j'y connais rien, et donc c'est pas mon sujet. Mais si ce sujet-là, en fait, si cette économie peut être au service pour lutter contre la pauvreté, alors il faut absolument y aller. Et puis il me dit, s'il y a échec, eh ben, ça voudrait dire qu'en fait, ça n'a pas de sens. Hein. C'est une erreur. Mais par contre, me dit-il, je crois que vous n'avez pas le droit de ne pas vous investir dans cette perspective. Voilà. Alors le déploiement d'Habitat Humanisme, donc on va franchir ces plus de 30 ans. C'est d'abord des créations de sociétés foncières, c'est des bénévoles, des milliers de bénévoles, et puis c'est aussi, à un moment donné, Bercy qui vous fait des misères. Alors, parce qu'il vous dit, vous allez chercher de l'argent public et il faut que ça soit un peu réglementé, enfin, la façon dont vous le faites. En fait, il y a 30 ans, on ne parlait pas de l'économie solidaire. Donc on est véritablement, en fait, des pionniers de cette forme d'économie. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes, parce qu'en disant, mais comment on peut aujourd'hui mobiliser de l'argent pour lutter contre la misère? Et donc, vous vous mettez dans une situation de grande fragilité, puisque cet argent, ce n'est pas le vôtre. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra pouvoir, en fait, le rendre. Et donc, ça conduit, en fait, à cette inquiétude. Et Bercy, donc, à un moment, au téléphone, en disant, mais attendez voir ce que vous êtes en train de faire, ce business model, peut-être qu'il est intéressant, mais en tout cas, il n'est pas dans les clous.
vous n'avez pas en fait de visa pour l'appel public d'épargne, donc vous risquez même une sanction pénale. Donc de deux choses l'une, ou vous trouvez ce visa, et si vous ne l'obtenez pas, bien, il faudra vous arrêter. C'était au moment où en fait, il y avait ces fameuses sociétés civiles de placement immobilier où les gens étaient captifs de leur épargne. Donc, à l'époque, ça s'appelait la COB, la Commission des opérations de bourse, dit en fait, attendez, c'est pas fait pour vous, quoi. Donc, il a fallu en fait arriver à obtenir ce visa. Et là encore, nouvelle rencontre, c'est la rencontre d'un banquier qui était lui tout à fait rodé en fait sur ces mécanismes, que moi je connaissais un peu, mais que ça restait une information très intellectuelle. Lui, il vivait ça d'une manière très pratique par rapport en fait à cette institution financière. Il prend le dossier, il obtient le premier visa, et aujourd'hui en fait. Après les autres ont suivi. 35 visas en fait de l'autorité des marchés financiers. Encore, vous voyez, encore une rencontre, et c'est cette rencontre qui fait bouger les choses, qui fait bouger des lignes. Et voilà. L'importance de l'intergénérationnel, pour vous, est essentielle. Le fait d'avoir des étudiants, des familles, des personnes âgées dans un même immeuble. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'idée, en fait, du vivre ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre ensemble? Donc, souvent, en fait, cette approche de la mixité, ça peut être une juxtaposition des personnes, au mieux une cohabitation. Mais pour qu'il y ait vraiment un vivre ensemble, il faut qu'il y ait un faire ensemble. Et là, ça rejoint en fait toute l'action qui a été la mienne, comme aumônier en fait au centre Léon Bérard, vous l'avez évoqué. On voit aujourd'hui, on va en parler, hein, mais les temps d'hospitalisation en fait deviennent de plus en plus courts, hein, c'est pratiquement 3 jours. Et donc, pour des personnes qui sont seules ou qui n'ont pas de domicile, alors qu'on touche vraiment la grande pauvreté, quelle possibilité d'avoir une hospitalisation au domicile quand il n'y a pas de toit, hein. Et donc, ça a été l'idée de créer, en fait, cette forme d'hospitalisation, une alternative. Là, on voit encore, finalement, que l'ADN d'Habitat Humanisme, c'est toujours, en fait, d'inventer, d'imaginer, pour répondre, en fait, à des urgences, parce que la société, elle n'est pas statique, et donc il faut tenir compte, en fait, des évolutions de la société. Mais ces évolutions font aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui se trouvent au bord du chemin. Alors, dans un certain nombre de cas, c'est par exemple des étudiants en médecine, hein, qui viennent en aide à des personnes âgées dans le même immeuble. Ils consacrent une partie de leur temps à aider ces personnes âgées. Pas seulement des étudiants en médecine, hein. On va prendre donc l'opération un petit peu phare, donc elle est à Lyon, là, en fait, sur le campus, les anciennes prisons de Lyon. Sur ces anciennes prisons de Lyon, en fait, la prison, c'est naturellement la symbolique de l'enfermement. Et on a participé avec d'autres, on a participé notamment avec l'université, avec une ouverture, passer de cette symbolique de l'enfermement à celle de cette ouverture à travers la culture, la fac, et puis à travers cette ouverture sociale, solidaire. Et donc finalement les étudiants disent, mais finalement sur ce site, sur ce campus universitaire, on a fait une belle école, une école d'humanité. Alors je prends simplement un exemple. Et c'est la ville ouverte. Et c'est la vie, et l'opération porte la vie grande ouverte. Voilà, alors et puis alors il y a le volet bien sûr épargne solidaire, hein, donc une partie des intérêts de l'épargne des gens qui vous accompagnent, qui vous aident, est réservée et donc est reversée Habitat Humanisme, hein, c'est ça la Alors oui, sur cette finance solidaire, en fait, il y a à la fois ou de l'investissement qu'on appelle 80-20, donc en fait c'est une part des intérêts qui sont en fait redonnés, là c'est un don au mouvement Habitat Humanisme, mais aujourd'hui, en fait, on voit que ça ne rapporte pas beaucoup parce qu'en fait, l'argent est peu rémunéré. Il y a quelques années, elle était pas mal, hein. Il y avait une inflation forte aussi. Même aujourd'hui, il n'y a plus d'inflation, il y a peu de rémunération de l'épargne. Par contre, en fait, les deux instruments qui nous permettent véritablement d'intervenir, de construire, ce sont les deux foncières. Donc, la foncière Habitat Humanisme, aujourd'hui, il y a pratiquement 8000 actionnaires, dont des actionnaires en fait institutionnels, comme les gestionnaires de l'épargne salariale solidaire, avec BNP, Amundi, Natixis, etc. Enfin, de ces grands groupes qui nous accompagnent. Ça solidifie aussi quand même beaucoup l'opération. Et donc ça veut dire que cette épargne solidaire, aujourd'hui, elle est portée essentiellement par les salariés. Il y a 1 million de salariés qui investissent au titre de l'épargne solidaire
Et c'est cet investissement-là qui nous permet en fait de pouvoir réaliser nos programmes. L'autre foncière entreprend pour humaniser la dépendance, qui est une société coopérative et qui bénéficie d'un agrément d'intérêt collectif. C'est le même montage financier. Et là, pour les personnes, puisqu'on a créé un réseau de maisons de retraite. Oui, les EHPAD, voilà. Les EHPAD, 3000 lits. Et une quarantaine d'EHPAD au total. Presque, aujourd'hui, on est à 48 établissements. 48 même. 48 établissements. Et donc, presque 3000 lits. L'idée, mais c'est pas simplement de rester sur des EHPAD, parce qu'en fait, l'âge d'entrée dans ces EHPAD, l'âge moyen d'entrée, c'est 91 ans. Et donc, nous travaillons sur l'idée, en fait, comment on peut aller vers des immeubles intergénérationnels permettant des espaces, finalement, pour des personnes en grande difficulté. Voilà, alors on découvre, j'ai envie de dire, le bilan d'Habitat Humanisme. C'est 23 000 familles logées depuis la création, 4 000 bénévoles, 1 500 salariés, 7 800 logements, et puis donc 48 EHPAD, vous l'avez dit, 3 000 lits, et c'est 600 personnes accueillies par an à peu près. À peu près. Alors, il vous a souvent fallu bataille et ferme, Bernard Devers, pour obtenir de pouvoir construire ou rénover des bâtiments en centre-ville. Il y a eu des exemples où c'était pas simple, je pense à Caluire notamment. Oui, on a eu des oppositions. Je veux dire, en fait, on a très souvent des oppositions. En fait, au fond, il y a la peur de l'autre. Je ne parlerai pas en termes d'égoïsme, mais c'est cette peur de la différence. Et donc, tout le travail, en fait, d'Habitat Humanisme, puis on voit que là, Habitat Humanisme, c'est une entreprise mission. Et la mission, c'est, en fait, de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de fractures sociales. Au fond, les populations fragilisées, les populations pauvres, sont abîmées par cette culture, qui est la culture de l'entre-soi, et qui devient aussi, pour reprendre l'expression de notre pape François, la culture du déchet. Donc c'est vraiment des situations tout à fait inacceptables, et devant ce qui n'est pas acceptable, je crois, mais justement, il ne faut pas l'accepter, et donc c'est véritablement là que Habitat Humanisme a un rôle, en fait, d'une action de résister. Résister, c'est pas simplement dire non, bien sûr qu'il faut savoir dire non, mais il ne s'agit pas non plus... Arriver à convaincre et faire admettre, voilà. Et pas seulement de dénoncer, parce que ça c'est toujours assez facile, mais c'est dénoncer des propositions nouvelles, des alternatives. Alors ça n'a pas été simple aussi, j'imagine, quand il a fallu installer des Roms à Saint-Genis-les-Olières, il y a quelques temps. Ça n'a pas été simple, on a gardé d'ailleurs en fait une opposition malheureusement avec le maire en fait de Saint-Genis-les-Olières, pas du tout avec le maire de Saint-Priest. Donc il y a eu des oppositions, je pense que ça va s'aplanir avec le temps. Mais quand même, ces familles qui étaient à Saint-Genis-les-Olières, vous savez, quand on a trouvé ces gosses, il y avait 60 gosses qui étaient en fait dans un cloaque, dans des bidonvilles, qui n'avaient pas été scolarisés, etc. On les a fait rentrer un 24 décembre, il y a 3 ans. Et ce gosse, je me rappellerai toujours de ce gosse qui me dit, en fait, mais j'ai pu prendre une douche. C'est-à-dire, en fait, ce qui est pour nous banal, etc., facile. Normal, oui. Normal. Pour lui, en fait, c'était un magnifique cadeau. Alors, où est-ce qu'on en est 3 ans après, justement, par rapport à cette opération? Eh bien, en fait, tous les enfants sont absolument tous scolarisés, absolument tous. Ils ont quitté, en fait, Saint-Genis-les-Olières. Et quittant Saint-Genis-les-Olières, il a fallu leur retrouver un logement. Sur 80% en fait des familles qui sont sorties de ces bidonvilles, aujourd'hui, ils ont trouvé ces logements, 80% d'entre eux, et tous travaillent soit avec un contrat à durée indéterminée, pour une grande partie d'entre eux, soit dans le cadre de CDI. Donc c'est véritablement un changement, et donc en fait c'est toute la question du regard. Au fond, Habitat Humanisme, c'est faire changer les regards. Et d'arriver, on a dit à ces familles roms en disant, écoutez, vous êtes en situation d'échec, bien sûr, mais vous allez nous aider aussi à faire en sorte qu'il y ait par rapport à vous-même un autre regard. Voilà, un autre regard. Et puisque vous dites, on va voir aussi un troisième panneau avec l'esprit d'Habitat Humanisme. L'idée, c'est de construire pour permettre aux gens de se reconstruire. Donc c'est à la fois avec votre parc de logements à faible loyer, ces résidences intergénérationnelles, ces placements solidaires, et puis ces agences immobilières à vocation sociale également. C'est tout ça, Habitat Humanisme? Tout ça, c'est l'ensemble, en fait, de ces petites entités qui permettent d'avoir une politique un peu globale et cohérente pour lutter contre la misère. Voilà. Alors, il s'agit bien de cette lutte-là. Oui.
Et puis, Habitat Humanisme, c'est des initiatives permanentes, des innovations. On va dire un mot peut-être de ces escales solidaires hein, que vous lancez dans les différents arrondissements. Il y a eu le 3e, le 6e. Je vous propose de découvrir ce que sont ces escales solidaires avec un reportage d'Aline Picard. On peut jouer à des jeux, on peut discuter, on peut lire des livres. On peut partager un bon repas avec tout le monde, on peut faire de bonnes connaissances. Pas facile de lister toutes les choses que l'on peut faire à l'escale solidaire tant elles sont nombreuses. Ce lieu de vie a ouvert il y a un peu plus d'un mois dans le 6e arrondissement de Lyon à l'initiative de l'association Habitat et Humanisme. Un endroit qui permet aux personnes en difficulté de se retrouver autour d'activités communes encadrées par des bénévoles avec un seul mot d'ordre, faire ensemble pour rompre l'isolement. Vous savez, quand on est dans la précarité, c'est toujours difficile, peut-être parfois de se lever le matin, de se dire est-ce que je compte pour quelqu'un ? Les escales solidaires, elles sont là pour ça, c'est de se dire oui, tu comptes pour quelqu'un, tu comptes pour nous. Quand on leur propose de venir aider à la cuisine, participer à mettre la table, à éplucher des légumes, etc., on est chacun dans la récupération de l'estime de soi, on rencontre l'autre. Des rencontres qui se font notamment autour de repas préparés par tous. On improvise, il faut un petit peu de souplesse, il faut s'adapter en permanence. Voilà, on arrive le matin, tout le monde est accueilli avec, on l'espère, bonne humeur. Et puis chacun prend les tâches qui lui conviennent. Habitat et Humanisme souhaite ouvrir entre 6 et 8 escales comme celle-ci d'ici 3 ans dans la métropole. L'association qui revendique un accueil inconditionnel. Toute personne, quelles que soient ses ressources, peut venir profiter de la convivialité du lieu. Voilà pour les escales solidaires. Je voudrais qu'on évoque d'un mot parce que le temps passe très vite. Bernard Devers, l'initiative d'Alain Mérieux, hein, l'entreprise des possibles, l'idée de mobiliser les entreprises et leurs salariés pour venir en aide aux plus fragiles et aux sans-abri. Vous en attendez beaucoup, j'imagine? Alors je trouve que d'abord c'est extrêmement intéressant. Ça aurait été pas pensable il y a simplement même 3 ans. On voit qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise commence à s'inquiéter aussi des questions en fait, de la solidarité. Alors c'est vrai qu'on a la chance en fait, sur la région d'avoir monsieur Mérieux qui a une belle stature. J'allais dire qu'en fait, il assure un véritable magistère moral en fait, hein, aussi. Pas simplement sur la région d'ailleurs, en fait, c'est bien plus large que cela. Ça. Et donc, je dis, mais en fait, l'entreprise, comment en fait on peut faire en sorte de prendre sa part, une part, pour lutter contre l'inacceptable. Et je trouve que l'expression est très juste. L'entreprise des possibles, je crois que l'heure qui est la nôtre, c'est de faire naître, c'est de faire surgir précisément de nouveaux possibles. Et voilà. Je voulais qu'on en dise un mot aussi. Votre expérience d'aumônier pendant 11 ans au centre Léon Bérard, au service aussi des fragiles, des malades. Alors moi, ça a été ma grande formation. Hein. Ça a été celle où en fait finalement j'ai rencontré ces hommes et ces femmes, et mon travail, ça a été, ma mission, ça a été de faire découvrir à chacun que finalement, lorsque les gens étaient au soir de leur existence, dans des situations tout à fait difficiles, de découvrir que finalement, leur vie aussi, ils pouvaient être fiers de leur vie, quoi. Et donc, tout un travail un peu de l'émerveillement. Parce que je crois que tant que la personne n'accède pas à ce quelque chose du plus intérieur, du plus intime d'elle-même, d'accéder un peu à son mystère. Après, elle fait le choix sur un plan spirituel. Mais d'aider la personne. Je crois que, vous savez, moi, ce que je crois, c'est que l'espérance, c'est surtout pas un futur, bien sûr. Hein. L'espérance, c'est le ici et maintenant. Comment, finalement, qu'est-ce qui nous change? Qu'est-ce qui nous transforme? Qu'est-ce qui donne sens à notre vie? Très vite, on passe à la question qui dérange, le sujet qui fâche. Bernard Devers, sur la question de pédophilie, alors que sur le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sur l'affaire Prénat, pourquoi l'Église de France a-t-elle si longtemps eu comme seule obsession de protéger l'institution sans porter attention aux victimes? Eh bien, c'est une faute. Hein. On va dire les choses simplement, c'est une faute. Et l'Église n'est Église que lorsqu'elle est du côté, en fait, des victimes. C'est vrai sur la question de la pédophilie. Ça doit être vrai sur la question, en fait, de la misère et de la pauvreté. L'Église, où es-tu? Je crois que c'est la grande question du livre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère? Et l'Église, lorsqu'en fait elle prend en compte cette interrogation et essaye d'y répondre, alors finalement elle est crédible. Allez, quelques questions pour finir, le questionnaire de Proust.
Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez, Bernard Devers? Juste une ou deux. La fraternité. Je crois que la fraternité, je crois en fait, et donc après ça se décline à travers la solidarité et la bienveillance. La bienveillance et l'audace. Vous savez, je crois que fraternité, quand tu nous tiens, l'audace nous étreint. Un chef d'entreprise qui vous a inspiré? Des gens comme, effectivement, comme Alain Mérieux. Un homme d'État qui vous a marqué? Alors, c'est des gens comme Schuman, par rapport à l'Europe, justement, en fait. Un religieux que vous affectionnez plus spécialement? Alors, comme le Père Brault, le dominicain, qui a écrit ce livre magnifique, Dieu seul est humain. Votre plus grande fierté d'entrepreneur? Eh bien, ma plus grande fierté, c'était encore hier, j'étais à Thiers, l'inauguration d'un immeuble dans une ville qui est sinistrée. Il y a 6 familles, et une famille qui est en situation de galère, avec un enfant qui est autiste, etc. Et quand je vois le sourire de cette famille, qui vraiment se reconstruit, alors je me dis que ce que nous faisons, ça a du sens, il faut poursuivre. Mais on ne va pas poursuivre tout seul, il faut poursuivre parce que les gens nous aident à poursuivre. Est-ce que vous avez une devise, Bernard Devers? Je n'ai pas de devise, mais ma devise, ça serait en fait, c'est constamment de dire le possible. Lorsqu'on nous dit que ça n'allait pas, eh bien, il faut essayer de voir justement, de faire en sorte d'aller vers un autre monde. Merci beaucoup Bernard Devers d'avoir été l'invité de Réussite d'entreprise. Prochain rendez-vous, ça sera le vendredi 22 mars à 19h. Nous accueillerons Elisabeth Hérault, PDG de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Vous voulez voyager?